Bonsoir. Bonsoir. On est encore dans une situation difficile. Il s'agit d'un tournant, je vais vous en parler. Et avant, dans le cadre de cette émission, au début de cette émission, je souhaiterais dire que je la dédie à un petit garçon de 3 ans, à un petit garçon de 4 ans, qui a été retiré à sa mère un beau matin, si je puis dire, un mauvais matin, dans la crèche où il allait tous les jours. La police est venue le chercher. Cet enfant, depuis, n'a pas revu sa mère n'a pas revu son enfant, depuis le 10 mai. Depuis le 10 mai de cette année, le fils de Sylvie Effinger, qui est une militante qu'on connaît, une militante qui, quels que soient ses défauts, a des qualités, et qui, comme nous tous finalement, n'espère qu'une seule chose, c'est que nous soyons en mesure, les uns et les autres, de combattre pour sauver les enfants. Alors je voudrais dédier ce live au petit Leroy Shahid Effinger et à sa maman Sylvie, ainsi qu'à leur ami qui les a si longtemps hébergés à Bordeaux et qui peut témoigner que Sylvie Effinger, que je ne connais pas personnellement, est une bonne mère. Alors nous sommes donc aujourd'hui le 31 août 2018, il est 21h30 environ. Si jamais cette émission était interrompue, sachez, je me vois contrainte de vous le dire, que, parce que tout peut arriver, que vous aurez évidemment l'occasion de la regarder en replay, ce qui donc ne sera pas véritablement un gros problème. Avant de commencer sur la loi Schiappa proprement dite, il me paraît important de me présenter. Des gens me connaissent, auxquels on a pu dire tout et n'importe quoi, d'autres ne me connaissent pas et, une fois n'est pas coutume, je vais devoir faire un petit tour d'horizon biographique qui permettra sans doute de remettre quelques pendules à l'heure. J'ai 60 ans, j'ai 3 enfants, je suis professeur de lettres modernes et d'histoire-géographie à l'Éducation nationale depuis 25 ans. Je ne suis pas franc-maçonne, je ne suis pas libérale. Je pense, comme l'a écrit en 1884 le prêtre espagnol Don Félix Sardá y Salvani, que le libéralisme est un péché. D'ailleurs, je ne saurais que trop vous conseiller la lecture de son livre, qui est magnifique. Je réprouve la Révolution française, on le sait, qui est une entreprise de destruction des complémentarités naturelles et surnaturelles. Comme le dit Vincent Payon, la Révolution française n'est pas terminée. Le projet révolutionnaire de destruction de l'humanité se poursuit. La loi Schiappa en fait partie. Je ne suis donc pas à ce titre une républicaine. Je ne suis pas davantage une féministe ni une antiraciste, dans le sens où le féminisme et l'antiracisme sont des idéologies du système, enjolivées par le système qui cache en vérité des objectifs mortifères. Je ne suis pas pour autant misogyne ni raciste. Serais-je donc homophobe? Mon opinion là-dessus est claire. L'idéologie est... Cette question imbécile me trouble comme d'habitude parce que mon opinion sur ce point est parfaitement claire. L'idéologie LGBT instrumentalise les homosexuels apolitiques, comme l'antiracisme manipule son public et comme le féminisme a égaré les femmes et détérioré les hommes. Je suis musulmane, je condamne tous les terrorismes, y compris le terrorisme sexuel, dont les médias évidemment ne parlent jamais. Je crois en tous les prophètes, je crois aussi, faut-il le préciser, en Jésus et en sa mère, la Vierge Marie. Je suis une mère non scolarisante. Pendant 10 ans, j'ai fait l'école à la maison pour protéger mes enfants des méthodes constructivistes qui fabriquaient et qui fabriquent toujours l'illettrisme à l'école. Je n'ai jamais été d'extrême gauche, je n'ai jamais été d'extrême droite. Ce sont des rumeurs construites par mes adversaires. Je ne vote pas. Je suis l'auteur de 2 livres et la réalisatrice de 2 films. Je ne dirais pas que c'est accessoire, mais autant que vous le sachiez. J'ai pris jusqu'à présent 6 initiatives publiques depuis une 40aine d'années en faveur de la paix, de l'instruction publique, en faveur de la jeunesse et de l'enfance.
La première, Convergence 84 pour l'égalité, était en quelque sorte la seconde marche des beurs des années 80. En 2008, en réponse aux émeutes des banlieues 2005, j'ai créé l'association RAID, qui proposait un dispositif pédagogique pour remédier à l'illettrisme des jeunes des quartiers populaires. Je vous mettrai, ou plutôt Roman nous mettra, le lien de ce site de l'association RAID que nous avons gardé en archive. En janvier 2004, ça vous le savez plus, j'ai été l'initiatrice et le porte-parole des journées de retrait de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre dans les programmes scolaires. De cette action JRE est née, en juin 2004, la FAPEC, la Fédération autonome des parents engagés et courageux, dont je suis toujours la présidence, dont le père Olivier en est le vice-président et Roman Rodriguez le secrétaire général et le webmaster de notre mouvement. En 2015, Roman et moi avons créé le magistère de l'instruction publique, qui offre aux parents une formation à la syllabique afin qu'ils sachent eux-mêmes apprendre à lire et à écrire à leurs enfants, l'école ne le faisant pas vraiment. En août 2007, avec un jeune catholique du nom de Guillaume Elie et avec Roman Rodriguez, mon compagnon de route depuis tant de temps, j'ai pu enfin lancer la route de la fidélité qui me tenait à cœur depuis plusieurs années. Vous trouverez également le lien de la bande-annonce sous cette vidéo. Toutes ces actions n'ont jamais été financées par l'État français et ses institutions, ni par un parti politique quel qu'il soit, ni par aucune structure religieuse ou laïque, ni par des États ou des intérêts étrangers, ni par des puissances industrielles ou occultes. Toutes ces actions, toutes, je dis bien, ont été combattues farouchement par toutes ces instances et n'ont été pauvrement financées que par des militants ou des parents ou moi-même. Pour finir ce rapide tour d'horizon biographique, je dois aussi vous dire que j'ai été l'objet d'un procès politique, le procès de jouer le tour pour ne pas le nommer. J'ai été condamné pour complicité de diffamation en première instance. Pour une complicité de diffamation, les amendes se sont montées à des sommes faramineuses. Ma peine a été alourdie en appel et le pourvoi en cassation fut rejeté avec en prime encore des condamnations financières supplémentaires dont l'existence même surprirent mon avocat. Venons-en maintenant à la pièce de théâtre intitulée « La loi Schiappa ». Pour apprécier à sa juste valeur cette pièce de théâtre, il faut au préalable avoir en tête que le système travaille contre nous sur des échelles de temps qui nous dépassent. En effet, le système agit à court terme, à moyen et à long terme, ce qu'on imagine très souvent pas. Marlène Schiappa n'est rien d'autre qu'une Najat Vallaud-Belkacem ou une Myriam El Khomri. Elles sont désignées à un moment donné du parcours qui devrait nous conduire vers le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre sexuel. Elles sont désignées pour porter le fardeau d'une forfaiture, puis le système se débarrassera de sa potiche et tirera la chasse. Disparues la Khomri et la Belkacem, il y a tout lieu de penser que la Schiappa ne fera pas de feu non plus. Le système met en place aussi des modèles. Le modèle, par définition, doit être imité. Par exemple, on portera à la présidence de la République française le petit Emmanuel, ancien élève adolescent d'une professeure de lettres et de théâtre de 24 ans son aîné, qui l'épousera, en dépit de cet écart d'âge irréversible. Le couple présidentiel Macron-Brigitte en dit long sur les projets en cours. Mais pour éviter que ne se développent de nombreuses suspicions, on martèlera dans les médias qu'il s'agit là d'une belle histoire d'amour, comme ils l'ont fait pour le mariage pour tous. Je le répète car c'est d'une importance capitale. Le système agit contre nous sur des échelles de temps qui nous dépassent. Il est capable d'anticiper ses actions avec 10, 20 ou 30 ans d'avance. La loi qui prévoit de mettre en place au moins 3 séances, parce qu'on vous dit 3 séances, mais dans le texte officiel, il s'agit de au moins 3 séances d'éducation sexuelle annuelle dans les écoles et les collèges et les lycées. Cette loi est vieille de 17 ans.
Nous, quant à nous, pauvres de nous, nous nous précipitons pour organiser pendant les vacances d'été, à la va-vite, un retrait de l'école le jour de la rentrée. Le système, lui, a patienté 17 ans. Je ne vous dis pas, comprenez-moi bien, qu'il faut attendre 20 ans pour réagir. Ce n'est pas mon genre, ni ma personnalité. Bien au contraire. Je dis simplement que la réaction qui s'impose tout de suite doit être soigneusement étudiée. Et prendre quelques heures, quelques jours, quelques semaines pour le faire. En fait, le pouvoir oligarchique s'est préparé, et c'est de cette façon qu'il fonctionne, un arsenal d'outils qu'il utilise au moment voulu. Le travail d'un ministre consiste simplement à rendre public ce qui était caché aux yeux du public, aux yeux du peuple jusqu'alors. Ce qu'on appelle la loi Chiappa, c'est grosso modo une réforme de la législation sur le consentement des mineurs dans le cadre d'un rapport sexuel avec un majeur. Le rôle de Marianne Schiappa, le rôle au sens de théâtre, le rôle au sens de rôle, pardon, dans une pièce de théâtre, est de promouvoir ce qui a déjà été décidé, mais qui n'a pas été encore acté. Quand elle a annoncé qu'elle enverrait une circulaire au recteur pour actualiser cette loi de 2001 restée dans les tiroirs, elle actualisait justement cette loi de 2001 qui était restée en attente pour sortir à ce moment-là. Ce fonctionnement est essentiel à comprendre pour savoir comment se battre. De nombreuses directives sont ainsi concoctées dans notre dos, y compris à la barbe et au nez des élus de la République qui nous servent à rien. La preuve, ils n'ont pas été en mesure de nous prévenir à temps. Ces directives sont adoptées sans qu'on le sache. Elles sont décidées, elles sont signées en secret, puis elles sont activées le moment venu, comme je viens de vous le dire. Le drame est là. Ouais, le drame est là. Le système en moyenne a entre 20 et 30 ans d'avance sur nous. Alors, à quoi sert donc la loi Chiappa et quand sera-t-elle activée? La réactivation officielle de la loi de 2001, que donc Mme Schiappa nous a annoncé cet été, se donne pour objectif de former en masse nos enfants à la sexualité dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. N'oubliez pas les collégiens et les lycéens. Ils sont aussi visés par l'application de cette loi et doivent aussi impérativement en être protégés. Il ne faut pas consentir à ce que les collégiens, à ce que les lycéens reçoivent une éducation sexuelle dans l'enceinte de l'école, ce que j'entends déjà malheureusement. Il faut que vous compreniez que ces cours d'éducation sexuelle sont censés aussi fabriquer votre consentement de parents, votre complicité. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure dans le cas d'une relation sexuelle d'un adulte avec un enfant. Disons par exemple un enfant de 11 ans avec un adulte de 40 ans. Le juge, saisi, va ordonner une expertise psychologique pour évaluer la maturité et les compétences que je mets entre guillemets parce qu'il s'agit d'un terme de l'éducation nationale. Les parents qui ont régulièrement les bulletins de leurs enfants pourront effectivement vérifier qu'on n'évalue plus à l'éducation nationale des connaissances, mais des compétences, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je ferai peut-être un jour une vidéo pour vous l'expliquer. En tout cas, dans l'immédiat, notre expert, notre juge, par exemple, saisi par une plainte pour viol d'enfant, par exemple, eh bien, va ordonner, je vous le disais, une expertise psychologique. Pour évaluer quoi? Pour évaluer la maturité et les compétences, vous disais-je, de l'enfant dans la matière sexuelle. Si l'enfant maîtrise le vocabulaire sexuel, s'il connaît tout le lexique sexuel, c'est-à-dire tous les mots que l'éducation sexuelle va mettre à sa portée, s'il connaît toutes les positions, pardonnez-moi de le dire, toutes les orientations sexuelles, s'il sait qu'on peut refuser une relation sexuelle avec quelqu'un, ce qui est au programme, on le voit dans l'émission sur France 5 à propos de cette classe de Périgueux qui a beaucoup circulé et que j'ai commenté par ailleurs sur ma chaîne. Donc si l'enfant peut refuser une relation sexuelle avec quelqu'un,
S'il est compétent par ailleurs dans le domaine sexuel, je le répète, l'expert pourra alors conclure qu'il n'était pas innocent, ouvrant ainsi la porte à l'évaluation de son consentement. Si en plus cet enfant admet, par exemple, en plus, parce qu'il voit ça toujours à la télévision, qu'un adolescent peut vivre une belle histoire d'amour avec un partenaire de 25 ans son aîné, la question du consentement ne se posera même plus. On pourra alors abaisser, pourquoi pas, la majorité sexuelle à 11 ans. Lorsque nous en serons là, il n'y aura plus de possibilité pour la famille, plus aucune possibilité d'évoquer la moindre manipulation de l'enfant par l'adulte. Ce qu'on appelle la loi Schiappa est un dispositif à double lame. On nous frappe une première fois en réactualisant une loi vieille de 17 ans et on en installe une autre qui sera activée lorsque les premières formations sexuelles à l'école auront abouti. Sans parler de l'influence de la pornographie en libre accès pour tous les enfants de 6 ans à 18 ans. Pour ne parler que d'une limite d'âge qui concerne la majorité civile qui, souvenez-vous, était, il n'y a pas si longtemps, fixée à 21 ans. On baisse sans arrêt les limites de l'enfance. Donc, il n'y a évidemment pas encore de débat pour les mineurs en bas âge où il est toujours acquis, jusqu'à nouvel ordre, qu'ils ne disposent ni de discernement ni de consentement. Je dis jusqu'à nouvel ordre, car ceux qui connaissent les études diaboliques d'Alfred Kinsey, qui inspirent les politiques internationales dites de santé sexuelle, savent que ce grand scientifique a conclu, en quelque sorte, au consentement des bébés qu'il violait ou qu'il faisait violer dans ses recherches. Quand ces bébés pleuraient, quand ces bébés criaient sous l'effet de la douleur, de ces viols, de ces maltraitances sexuelles, il notait dans ses rapports qu'il s'agissait de l'expression de leur orgasme, et c'est ainsi que depuis, l'enfant, dans les structures internationales, notamment qui nous gouvernent, c'est ainsi que l'enfant est considéré comme orgasmique dès la naissance. Certains cinglés d'ailleurs, sont allés jusqu'à prétendre même que le fœtus était sexualisé. Venons-en maintenant à ce qui se passe en ce moment, je veux dire à cette mobilisation qui, personnellement, me ravit dans le sens où je constate que des familles, des individus tentent de lancer une nouvelle mobilisation dans cette bataille que le gouvernement, que le pouvoir oligarchique, que le système vient une fois de plus de nous imposer. Les mouvements actuels, parce que je dois en parler, se caractérisent principalement par 3 critères. De ce que j'en ai vu, principalement par 3 critères. On nous propose d'entrer et de participer dans un mouvement sans racines, dans un mouvement sans chef et dans un mouvement sans religion. Alors, qu'est-ce que je veux dire par un mouvement sans racines ? Eh bien, c'est très simple en fait. Les propositions de mobilisation actuelles n'ont ni celui du docteur Dor n'est jamais évoqué. La manif pour tous de 2013 de Frigide Barjot, ensuite remplacée par Ludivine de la Rochère, n'est pas davantage pris en compte. Rien sur les journées de retrait de l'école de 2014 que j'ai initiées et dont j'ai été le porte-parole. C'est d'autant plus étonnant et navrant que l'action retrait de l'école, qui est reprise en ce moment, aurait tout de même bien intérêt à savoir ce qui s'est passé il y a 4 ans. On nous envoie comme proposition la perspective de retirer les enfants de l'école le 3 septembre 2018 sans savoir ce qui s'est passé en 2014, de janvier à juin 2014, au cours des 5 journées de retrait de l'école que nous avions donc organisées. Pas un mot non plus sur le bus de Citizen Go de Stéphane Duthé,
qui sillonne à Paris et sa banlieue en octobre 2017 pour relancer la mobilisation sur l'enseignement de la théorie du genre à l'école. Silence total, ô combien, sur la route de la fidélité qui eut lieu au mois d'août 2017 avec mon camarade Guillaume Elie et moi-même, ainsi que Roman Rodriguez qui nous accompagnait pour la partie technique. Et puisqu'on parle par exemple de créer des écoles alternatives, ce qui est une bonne idée, ce qui doit être envisagé sérieusement, comment se fait-il que le travail et l'expérience d'Anne Coffinier ne soient jamais pris en compte, puisque l'on peut considérer qu'elle fait partie des spécialistes aujourd'hui, de ceux qui sont le plus à même de conseiller pour créer son école alternative, son école hors contrat. C'est la raison pour laquelle je vous dis que ce qui se passe actuellement, et qui est surtout un mouvement virtuel jusqu'à nouvel ordre, est un mouvement sans racines, parce qu'il ne prend pas en considération l'histoire. Et pourquoi faut-il prendre en considération l'histoire? Pour une raison très simple, je dirais même enfantine. Il faut prendre en considération l'histoire pour tirer les leçons de l'histoire, pour tirer des leçons du passé, parce qu'il faut prendre en compte l'expérience collective, parce que l'unité commence par là, par la reconnaissance des combats passés, non pas pour créer une légende, mais pour évaluer les points forts, les points faibles, les réussites et les échecs, pour envisager de faire mieux à partir de l'expérience des combats de nos aînés, et non pas d'en arriver à faire moins bien par ignorance. Nous avons donc, je le répète, affaire en ce moment à un mouvement sans racines qui est même hostile à l'idée de toute transmission. Sachez que la fin de toute transmission des savoirs a été voulue par l'éducation nationale et j'en sais quelque chose, comme beaucoup d'enseignants, puisque j'en ai été témoin en tant qu'enseignante au sein de l'éducation nationale. Toute transmission des savoirs, je disais, a été voulue par l'éducation nationale et c'est la raison pour laquelle ils liquidèrent les maîtres d'école. Et comme le disaient les anciens Arabes, ceux du XIe ou XIIe siècle, celui qui n'a pas de maître a Satan pour maître, et Satan, dans cet exemple, c'est l'illettrisme et l'échec scolaire. Cette absence de référence historique, de connaissance historique même du temps présent, ce déni des autres, a conduit le mouvement Beur, par exemple, dont j'ai été l'un des porte-parole, et que j'ai donc bien connu dans les années 80, au chaos et à la défaite totale. Un mouvement sans racines aggrave le déracinement du peuple voulu et organisé et construit par le siècle des Lumières et par la Révolution française au XVIIIe siècle. N'oublions pas, je le répète, ce que Vincent Peillon disait, la Révolution française n'est pas terminée. Alors je ne dis pas du tout, comprenez-moi bien, que les mouvements actuels seraient francs-maçons ou infiltrés par la maçonnerie. Pas du tout. Je ne remets pas en cause la sincérité des initiateurs de cette nouvelle bataille qui s'annonce. Je tiens simplement à montrer qu'un mouvement sans histoire et sans racines, un mouvement de déracinés, n'a aucune chance de vaincre. Car c'est un mouvement sans expérience, qui ne capitulise pas davantage les expériences collectives et les expériences individuelles. C'est la raison pour laquelle qu'il fuse de cette mobilisation les idées les plus loufoques, les plus farfelues. Si elles n'étaient que loufoques et farfelues, cela pourrait prêter à rire et puis c'est tout. Malheureusement, ce sont des idées qui sont aussi très dangereuses dans la situation que nous impose le gouvernement. Je vais vous donner 2 exemples. À partir de l'idée qu'il faille, idée juste, envisager de créer des écoles alternatives pour régler le problème des locaux, qui est un gros problème à résoudre, j'ai entendu qu'on pouvait créer ces écoles dans des yourtes, des mobil-homes ou des granges désaffectées. Alors, je ne sais pas ce qu'en penserait Anne Coffinier,
Mais moi, je sais pas, je sais. Mais moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Même dans un village de brousse, au fin fond du Burkina Faso, même dans un village très reculé dans les montagnes de la petite Kabylie, créer une école dans une yourte, un mobil-home ou une grange désaffectée est parfaitement impossible. L'État-nation et ses représentants sont partout. Ils sont partout parce qu'ils sont salariés de cet État. Ils sont disséminés et payés par lui, et leur efficacité redoutable vient du fait qu'ils sont des employés de cet État. Les lois de cet État-nation s'exercent partout, entendez-vous? Aujourd'hui même, quand on habite dans une grotte, on paye une taxe d'habitation. Autre idée loufoque. J'ai lu, ou plutôt j'ai vu, entendu, qu'on allait cadenasser les grilles des écoles le 3 septembre entre 5h et 6h du matin pour empêcher les parents d'entrer à l'école ce jour-là et pour les contraindre, par là même, de retirer leur enfant de l'école. En admettant que cela soit efficace, ce dont je doute évidemment tout à fait, n'a-t-on pas pensé qu'un coup de pince, monseigneur, et c'est immédiatement la ruée vers les classes? Je dis ruée pourquoi? Car en interdisant l'accès du sanctuaire, vous lui donnez encore plus de prestige. Vous aboutissez ainsi au résultat contraire à celui que vous aviez escompté. Au passage, puisqu'on y est, je déplore vraiment la communication méprisante à propos des parents qui sont dans le déni. Les qualificatifs de moutons, d'endormis, de lâches, de peureux et j'en passe ont sur les esprits des cibles en question des effets dévastateurs et produisent de la haine et du ressentiment, et ne parlons pas des menaces. Le procédé de la terreur, à quelque degré que ce soit, est un procédé de la Révolution française qui nous a conduits où nous en sommes aujourd'hui. Si les dénégateurs finissent par vous fatiguer, ce que je comprends, évitez-les, changez de trottoir et ne les insultez pas. Évitez aussi le registre émotionnel, c'est fatigant, et puis le sang-froid est de mise. Un mouvement sans racines en vient forcément à produire des actions d'aveugles, Appeler par exemple à se rassembler devant les préfectures est une erreur à plusieurs titres. Se rassembler sur la voie, premièrement. Se rassembler sur la voie publique dans le cadre d'une action de retrait de l'école est très dangereux. Plus dangereux encore qu'un rassemblement contre la loi travail. Comment allez-vous assurer la sécurité des manifestants, en particulier s'il y a des enfants avec vous? Quel service d'ordre avez-vous prévu pour repérer les provocateurs afin de les expulser de vos rangs? Et que ferez-vous si une manifestation LGBT, comme ce fut notre cas en Allemagne, à Cologne en 2014, venait à perturber votre rassemblement? Avez-vous les moyens? Avez-vous les forces de faire face? Sans parler des provocateurs qui seraient encore plus dangereux. Le million de manifestants de la Manif pour tous a connu les coups de la police, les gazages, les arrestations, les gardes à vue au cours des 4 manifestations successives que la Manif pour tous a organisées à l'époque. Et vous pensez qu'à 10, qu'à 20, qu'à 50, même à 100, vous parviendrez à tenir devant une petite escadrille de police? Je me vois contrainte de vous dire attention, car je suis prise entre le marteau et l'enclume aujourd'hui par vos initiatives et par surtout vos idées folles qui manquent d'expérience et de sagesse. Prise entre le marteau et l'enclume parce que je ne peux pas d'un côté vous dire que je m'opposerai à cette journée de retrait de l'école du 3 septembre. J'en suis, comme vous le savez, l'inventeur de ces retraits d'école. Pourquoi pourrais-je aujourd'hui m'opposer à ce que d'autres que moi en organisent? Bien au contraire, cela me ravit le cœur. Mais en aucun cas, je ne puis laisser faire n'importe quoi et contribuer ainsi à déconsidérer cette action.
à faire en sorte qu'elle ne soit plus jamais considérée pour ce qu'elle est? Ou bien va-t-il se passer ce que j'ai vu à l'époque de mon procès de jouer les tours, c'est-à-dire la dispersion intégrale des troupes? J'ai vu aussi, par exemple, Stéphane Duthé, celui qui a lancé cette initiative du bus Citizen Go pour dénoncer une fois de plus l'enseignement de la théorie du genre à l'école. J'ai vu Stéphane Duthé, donc le leader de cette initiative, être contraint de retirer sa sono du trottoir. C'était ça, ou la garde à vue immédiate à cause d'un renseignement. On ne pourra pas me reprocher de ne pas vous avoir prévenu. L'expérience de la JRE montre qu'il faut se tenir loin de l'école le jour d'un retrait de l'école. On peut se rencontrer, mais hors du périmètre de l'école. Quant à la distribution de tracts, il vaut mieux toujours l'organiser également loin de l'école. Aller par exemple sur les marchés, dans les supermarchés, là où se trouve le peuple. À la sortie des mosquées, essayez, tiens, voir des églises, des temples, des synagogues. Allez sur les marchés là où se trouve le peuple. Allez déposer par exemple les tracts dans les boîtes à lettres, encore que je reconnais que cela devient de plus en plus compliqué avec les codes qui nous empêchent d'entrer dans les halls des immeubles. En tout cas, trouvez des lieux de distribution, on pourra éventuellement en reparler, qui ne vous porteront pas préjudice. Éloignez-vous des abords des écoles, je le répète, vous n'y rencontrerez que le malheur. Enfin et surtout, pourquoi la date du 3 septembre? J'avoue mon étonnement. En plus, j'ai entendu dire que ce jour-là devait être une journée de grève et une journée sans achat. Rien que ça. Dans un pays où le déni fait des ravages massifs sur toutes les couches de la population, on nous propose une journée de retrait de l'école, en même temps une journée de travail chômé, enfin de grève, et une journée sans achat. Bon, je ne vais pas parler de la journée sans achat et du jour de grève parce que ceci me laisse sans voix dans l'immédiat. Je vais surtout me pencher sur le projet de retrait des enfants de l'école un jour de rentrée scolaire. Je vous disais tout à l'heure que l'école était un sanctuaire. Il faut bien comprendre ça. Pour les gens, c'est un sanctuaire. C'est encore un sanctuaire. J'ajoute maintenant que le jour de la rentrée est, pour les familles et leurs enfants, un jour sacré, que cela vous plaise ou pas. C'est déplorable sans doute, mais c'est un fait. En ma qualité d'enseignante, en ma qualité de porte-parole des JRE 2014, je vous dis que oui, le retrait d'école est une action efficace et que vous avez raison de l'envisager, vous avez raison de vouloir l'organiser, mais je vous dis aussi que le jour de la rentrée n'est pas le bon jour. Vous aurez contre vous un ensemble de forces convergentes et hostiles à votre égard. Quand on organise une journée de retrait de l'école, il faut savoir ceci, que vous aurez contre vous l'appareil d'État avec ses inspecteurs de l'éducation nationale et sa police. Vous aurez contre vous les médias, vous aurez contre vous toutes les fédérations de parents d'élèves issus ou vendus au système comme la FCPE notamment. Vous aurez contre vous les syndicats d'enseignants et les partis politiques. Vous aurez contre vous les associations LGBT, les associations féministes et les imams de la République. Les imams de la République seront contre vous et vous n'aurez pas avec vous ce qu'il reste de la manif pour tous, qui n'a jamais soutenu ni voulu rejoindre la JRE. Et le pire de tout, c'est que vous aurez aussi vos enfants contre vous, vos enfants, nos élèves. Pourquoi? Tout simplement parce que le jour de la rentrée, c'est un jour de fête pour les élèves. Figurez-vous, vous ne les voyez pas quand ils arrivent dans la cour. Les retrouvailles avec les amis qu'on avait perdus de vue pendant les vacances. C'est le jour où l'on reçoit son emploi du temps, où on râle un peu parce qu'il est lourd, et puis qu'on ne voulait pas travailler tel après-midi. Ou bien qu'on en est content. C'est le jour où on fait connaissance avec ses professeurs, en particulier son professeur principal qui va jouer un rôle fondamental pour l'élève tout au long de son année scolaire. C'est le jour où l'on visite l'établissement.
C'est un jour si particulier que je vous conseille de ne pas y toucher. De plus, croyez-vous qu'après les vacances scolaires, les esprits seront au boycott de l'école? Nous ne sommes pas en janvier 2014, mais en septembre 2018. Sachez, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis ce que je vous dis et qui motive mes propos, sachez que si vous n'êtes pas prêts, mais comment le seriez-vous massivement à la fin des vacances d'été? Comment le seriez-vous massivement, puisque vous cessez de répéter sur le net en particulier que plus vous serez nombreux, et c'est vrai, plus nous serons nombreux et plus nous avons des chances de gagner. Comment seriez-vous massivement à la fin des vacances prêts pour organiser réellement une journée de retrait de l'école? Le pouvoir, lui, est prêt à vous recevoir. Il a déjà une expérience, celle de 2014. En 2014, la situation était tout à fait inverse. Nous étions prêts et le pouvoir ne l'était pas du tout. Et nous l'avions organisé à la fin du mois de janvier de l'année qui venait de commencer. Je ne suis pas la seule à dire que le pouvoir n'était pas prêt, ne s'y attendait pas. Philippe Darentière, et je ne l'ai jamais rencontré ni même contacté au téléphone. Je le salue ceci étant, et j'espère qu'un jour mon chemin croisera effectivement le sien. Philippe Darentière. Alors, qui c'est Philippe Darentière? Un ancien officier qui actuellement est consultant et spécialisé dans les relations sexuelles. Dans les relations sociales. Vous voyez un petit peu où on en est, c'est un lapsus absolument révélateur. Philippe Darentière, non, n'est pas spécialisé dans les relations sexuelles, il est spécialisé dans les relations sociales. A écrit un livre intitulé « Le technonihilisme ». Dans ce livre, dont un extrait est d'ailleurs publié sur le site de Liberté Politique, dont Roman vous mettra le lien sous la vidéo, il écrit la chose suivante. Une femme, Farida Belgoul, a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile pour lutter contre l'idéologie du genre à l'école. Sous le ministre de Vincent Peillon, une expérimentation a été mise en place en 2013 dans 10 académies, centrée sur les ABCD de l'égalité, un programme directement inspiré du gender. C'est très bien expliqué, c'était exactement cela. Pour contrer cette propagande, je continue de citer Darentière. Pour contrer cette propagande idéologique imposée aux enfants en dehors de toute référence aux droits éducatifs des parents, Farida Belgoul a lancé le jour de retrait de l'école, une initiative visant à convaincre les parents de retirer tous ensemble, un jour par mois, leur enfant de l'école. En 6 mois, de janvier à juin 2014, 5 retraits de l'école ont conduit à 250 420 retraits, ce qui en fait, écoutez bien, d'après Philippe Darentière, ce qui en fait la plus importante opération de désobéissance civile réalisée en France sous la Ve République. Familière avec le système éducatif public qu'elle connaît de l'intérieur, je continue de citer M. Philippe Darentière, elle a su trouver l'arme la plus efficace pour affronter le léviathan scolaire. Et c'est un mot important. Savez-vous ce que c'est qu'un léviathan? C'est un monstre à plusieurs têtes qu'on trouve dans la Bible. Le retrait volontaire de l'école est donc confronté, d'après M. Philippe Darentière, à un adversaire de taille qu'il nomme le léviathan scolaire. Il faut donc être prêt soi-même à l'affronter. Vous comprenez? Il faut être prêt, il faut être organisé. Familière avec le système éducatif, il reparle encore de moi, elle connaît de l'intérieur. Elle a su trouver l'arme la plus efficace, on l'a déjà dit. Lorsque Farida Belgoul prend conscience des dangers du gender, c'est le souci prioritaire de préserver les enfants de cette idéologie qui la guide, etc. Presque seule, j'étais peu entourée, il est vrai, à ce moment-là. J'avais pourtant effectivement contacté des gens comme Ludivine de la Rochère ou Alain Escada qui ne m'ont absolument pas,
accompagnés pour lancer la JRE, mais qui ont su, pour ce qui concerne Alain Escada, prendre ensuite verbalement le train en cours de route. On en parlera peut-être un jour plus tard, je ne suis pas là pour polémiquer ce soir. Donc, presque seule, entourée quand même d'une équipe de jeunes, elle va tisser une toile de militants dans les différentes académies et organiser le buzz sur les réseaux sociaux lorsqu'elle lance pour la première fois le mot d'ordre de retrait de l'école. L'institution scolaire est totalement prise de court. Et ce n'est pas moi qui lui ai dit. L'institution scolaire était effectivement, en janvier 2014, totalement prise de court. Le ministère de l'Éducation nationale continue, Philippe d'Arrentière, improvise. Vous entendez le verbe improvise une riposte en tentant de faire croire que l'objet de la protestation relève de la rumeur sans fondement. Farida Belgou lui inflige un cinglant démenti en publiant sur son site internet les documents du ministère organisant la propagande pro-gender à l'école. Le ministre va aussi manier la répression et les parents sont convoqués par des directeurs d'école et menacés de poursuite. En fait, il s'agit de nombreuses représailles sur lesquelles manifestement je vais devoir revenir et j'en parlerai prochainement dans une autre vidéo ou dans un autre live, car il est important de connaître le type de répression possible qui peut nous être infligé par notre adversaire. Je reprends le texte de Philippe d'Arrentière, parce qu'il se termine sur une information extrêmement intéressante. Le ministre donc manie la répression, mais rien n'enraye le mouvement. Rien n'enraye le mouvement tout simplement parce que nous étions prêts et que, je le répète, le gouvernement, lui, ne l'était pas. Nous avions eu ce qui s'appelle l'avantage de la surprise. Je recite d'Arrentière. En juin 2014, et j'en termine avec ce dernier paragraphe concernant l'extrait de son livre, en juin 2014, un rapport d'évaluation des ABCD de l'égalité, rédigé par un groupe d'inspecteurs, d'académie s'entend, confirme la redoutable efficacité des JRE. Deux points, et d'Arrentière cite un extrait de ce rapport. Ouvrez les guillemets. On ne peut minimiser la violence symbolique pour les enseignants, écrivent les inspecteurs, qu'ont constitué ces journées, ainsi que les polémiques persistantes autour de ce que l'école est accusée de mettre en œuvre dans cette expérimentation des ABCD de l'égalité s'entend. Si quelques professeurs ou équipes pédagogiques ont été... Une équipe pédagogique, c'est un ensemble de profs, avec aussi les membres de la vie scolaire, etc. Si quelques professeurs ou quelques équipes pédagogiques ont été stimulés par ces oppositions, beaucoup d'autres, vous entendez, beaucoup d'autres, qui étaient engagés sans réelle conviction dans l'expérimentation des ABCD de l'égalité, ont vu leur interrogation renforcée. Et c'est dans ce texte que j'ai appris que nous avions aussi une victoire sur une partie des enseignants. Je l'ignorais moi-même. En étant enseignante, je n'avais pas vu venir à moi un autre enseignant dans toute la France, ni pour soutenir, ni pour participer. Mais il semblerait bien que nous ayons entamé, ou plutôt les JRE, le mouvement JRE, a entamé la conviction d'un certain nombre d'enseignants innocents qui ne se sont malheureusement pas fait connaître. C'est la force des situations violentes dans lesquelles nous vivons. Fin de citation donc concernant ce cher Philippe d'Arrentière qui a évidemment compris beaucoup de ce mouvement JRE et qui en a tenu compte. Je le remercie d'en avoir fait part, qui s'annonce sur le net et qui s'exprime beaucoup
parfois même beaucoup, 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 c'est que ce mouvement se déclare être sans chef. Alors étudions un petit peu la question. Et je pense que on aurait intérêt quand même, et je vais le faire, à distinguer tout de même la fonction de chef et l'incarnation de cette fonction par des hommes. Vouloir protéger les enfants de l'ogre qui veut les manger, c'est vouloir défendre la voie naturelle, n'est-ce pas? On l'a dit et on l'a répété maintes fois. Or, la fonction de chef, figurez-vous, est partie intégrante de la loi naturelle. Comment donc peut-on envisager de défendre la loi naturelle avec une idéologie contre nature? Avoir un chef est dans l'ordre naturel des choses, nous allons le vérifier tout de suite. Sans chef, il ne peut y avoir de mouvement quel qu'il soit. Quand Dieu a voulu changer une situation d'oppression, il a envoyé un homme, un prophète, chargé de transmettre un message. Il n'a pas envoyé une tribu ou une foule auquel il aurait dit « débrouillez-vous, vous êtes tous capables, chacun a votre manière de vous en sortir ». Non, il a envoyé un homme. Un homme. Un homme. Ce n'est pas un hasard si le monde moderne remet en cause justement la notion d'homme providentiel. Le monde moderne, il faut le savoir aussi, est la première période de l'histoire de l'humanité à remettre en cause cette réalité d'homme providentiel. Et c'est ce monde moderne qui nous refuse de nous attacher à la notion d'homme providentiel, c'est ce monde moderne qui s'acharne à vouloir détruire la loi naturelle qui protège toujours, malgré nous d'ailleurs, nos enfants, nos familles, mais pour combien de temps encore? Le chef n'est pas un homme seul, il fonde une hiérarchie qui le soutient et le conseille. Oui, il y a de mauvais chefs, oui, il y a des chefs ténébreux, mais il y a aussi des chefs lumineux, c'est dans l'ordre des choses. Les chefs ténébreux, l'existence de ces chefs ténébreux ne saurait en aucun cas justifier la liquidation de la fonction de chef qui peut faire émerger des chefs lumineux. La plupart des mouvements ont vu l'émergence de quelques figures dirigeantes, forcément. Et ceux qui ont réussi à s'en passer n'ont pas duré. La Révolution française, toujours celle-là, à ses débuts, est un exemple de tentative d'empêcher des leaders d'émerger. Tiens. Mais cette révolution ne parviendra pas à empêcher Robespierre et Danton d'apparaître. Elle fera aussi émerger de nouvelles figures comme Marat ou Camille Desmoulins. Loi naturelle. La commune de Paris, elle, fut une insurrection aussi sans chef véritable. Mais l'insurrection n'a duré que 2 mois, et sa brièveté s'explique en grande partie par cette absence de chef. Vouloir destituer les chefs est une vieille tradition de la gauche. Mai 68 a combattu contre la figure du chef aussi. Mais là encore, la nature ayant horreur du vide, on a vu sortir les têtes de Cohn-Bendit, le fameux, Alain Gesmar ou Jacques Sauvageau. Nuit debout n'a donc rien inventé, le mouvement récent, la Nuit debout. Tous les mouvements hostiles au chef ont échoué à entraver jusqu'au bout l'émergence de leaders. On voit donc bien que les mouvements laïques, athées, ont dû se mettre eux-mêmes à se soumettre à la loi naturelle. Pour une raison au moins, je vais vous le dire pour l'avoir expérimenté et vécu, pour une raison au moins, la démocratie permanente épuise tout le monde. On a vu des mouvements, chez les étudiants par exemple, faire voter des participants d'assemblée générale, les faire voter sur tout et n'importe quoi. Par exemple, je l'ai vu, on votait pour savoir si un tel allait prendre la parole 5 minutes ou 2 minutes. Oui, quand j'étais étudiante, j'ai vu une pléthore d'aberrations de ce goût-là.
les lieux de décision, les lieux de coordination sont forcément incarnés. L'absence de tête décisionnelle tue un mouvement en le précipitant dans le chaos. Sans chef capable de trancher vite une situation d'urgence, le mouvement risque de commettre des erreurs suicidaires. C'est ce que j'ai observé dans le mouvement Beurre dans les années 80. De nombreux autres exemples peuvent être trouvés. Quand j'étais enfant à l'école primaire, la maîtresse nous ordonnait de nous mettre en file indienne avant de pénétrer dans la classe. Et chaque jour, elle répétait en nous bassinant les oreilles avec son préjugé contre nature. Elle répétait « Je ne veux voir qu'une seule tête ». Aucune tête ne devait dépasser. Comme me le disait alors mon père à l'époque, « Écoute-les, mais ne les crois jamais ». Entendez bien les mots, les termes qui vont suivre. Chef de l'État, chef d'entreprise, chef cuisinier, chef d'atelier, chef d'orchestre, chef-d'œuvre, chef de famille, couvre-chef. Le couvre-chef est un chapeau, comme vous le savez. C'est ce qui couvre la tête. Le mot chef vient du latin caput, dont on a tiré le terme décapitation. Un mouvement sans chef est donc un mouvement guillotiné. Et la question qui se pose, c'est de savoir au bénéfice de qui. Détruire l'axe vertical et imposer le seul axe horizontal correspond à la destruction d'une énième complémentarité. Ce contre-principe est apparu avec l'avènement du libéralisme dans le domaine économique et du libéralisme libertaire dans le domaine sociétal. Dans le domaine du travail, cela se traduit, cette volonté de détruire et d'éliminer les chefs, se traduit par de nouvelles méthodes de management sans chef, justement ultra horizontales, donc forcément ultra productivistes et qui génèrent un stress supplémentaire. Oui, le patron, il va partager son cancer avec tous les employés. Il n'y a plus de patron. Un chef, c'est à la fois une locomotive. C'est aussi le bouc émissaire volontaire qui reçoit les coups, car il a la force de les supporter. C'est celui qui prend le poids du combat sur ses épaules. Il est celui aussi qui est garant de l'orientation et de la pérennité du mouvement. Il assume aussi les tâches de coordination. L'absence de chef, au singulier ou au pluriel, conduit inévitablement aux querelles destructrices d'individualités plus ou moins égoïstes. J'entends qu'on nous propose, je cite, de lever une armée de parents pour protéger les enfants. Fin de citation. C'est bien, c'est juste, c'est ce qu'il faut faire. Mais je vous le demande, quelle sera cette armée sans chef? Que fera cette armée sans chef, sans généraux, sans colonels, sans lieutenant, sans stratégie unifiée? Qui veut tenter l'aventure? Pas moi. Pas moi. Ni Romane. Je ne crois pas. Qui veut tenter l'aventure? Il faut sortir du virtuel et se rendre dans le réel pour constater que plus on se rapproche de la réalité et de l'urgence que celle-ci nous impose, plus on s'aperçoit de la nécessité d'un chef qui coordonne, de chefs au pluriel qui coordonnent, et c'est ainsi fait depuis la nuit des temps. Ces mouvements de types horizontaux qui émergent redeviennent vite une collectivité sans cohésion ni résistance. Ces mouvements utilisent, et c'est le cas en ce moment, l'horizontalité comme argument de modernité. Le chef, c'est obsolète. En réalité, c'est un argument de stérilisation et de soumission au système, mais du droit français en 2014. Qu'est-ce que c'était que ce bon père de famille? C'était une norme étalon que les juristes utilisaient, définie comme prudent, vigilant, attentif, soucieux des biens et des intérêts qui lui sont confiés comme s'il s'agissait des siens propres. La notion de bon père de famille servait à évaluer le comportement d'un individu de référence, un patron par exemple. Lorsque le comportement
d'une personne s'écartait de cette norme, il y avait faute, simple ou lourde, selon la gravité ou le degré de déviation par rapport à la norme du bon père de famille. On peut donc évaluer son chef, on peut donc évaluer son patron. Pour l'évaluer, on peut s'en référer à cette notion, on peut s'en référer notamment à cette notion de bon père de famille qui, comme je viens de vous l'apprendre, peut-être a disparu du droit français depuis 2014. Donc vous avez, en résumé sur ces 2 points, l'élimination de la notion juridique du chef de famille et l'élimination de la notion juridique du bon père de famille. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Je le demande à ceux qui, une fois de plus, voudraient nous imposer ou nous proposer un mouvement sans chef. Un mouvement sans chef, c'est aussi donner la facilité au gouvernement de ne pas avoir d'interlocuteur. Et je dis bien que c'est une facilité pour le gouvernement. Alors bien sûr, je vous entends déjà me dire que si le chef se fait couper la tête, le mouvement s'effondre. C'est un risque en effet. C'est un risque en effet, la perfection n'étant pas de ce monde. C'est un risque si le chef n'a pas d'héritier. Mais il se peut aussi que le chef ait un successeur. Car, comme vous le savez, tous les cimetières sont pleins de gens indispensables. Il me faut aussi insister sur la complémentarité des chefs et leur base. On doit faire bloc autour de son chef si on veut collectivement ne pas crever. C'est aussi dans l'ordre naturel des choses, n'en déplaise aux libéraux libertaires qui ne fonctionnent pas eux-mêmes autrement. Car le chef, par la force des choses, est le garant d'une dynamique coordonnée et unifiée. Sans lui, sans les chefs, je le répète, la porte est ouverte aux conflits de personnes les plus délirants. Un chef, pour finir, c'est aussi la garantie d'être audible. Nous en arrivons maintenant, et je serai plus courte sur cette partie parce que je la traiterai probablement plus longuement dans une autre vidéo, mais je veux l'aborder tout de même ici un peu. On nous propose un mouvement laïque, un mouvement où il serait interdit, je l'ai entendu de mes oreilles, de parler de religion et d'évoquer la religion. Alors ça, c'est absolument révélateur du fait que nous nous trouvons effectivement dans une situation où la pensée dominante s'est infiltrée dans nos esprits à des degrés ou à des autres, y compris parmi ceux qui, en toute innocence et avec la meilleure volonté du monde, souhaitent agir pour le bien-être, la protection et le salut des enfants. J'entends, je l'ai dit hier sur la chaîne de Saber Solo, qui m'a téléphoné pour me demander d'annoncer, d'ailleurs il faut que je le fasse tout de suite, j'aurais dû le faire au début de la vidéo, excuse-moi Saber, je passe le 3 septembre à 22 h environ, vous connaissez les horaires de Saber Solo, sur la chaîne Saber Solo 7, je serai sur la chaîne de Saber Solo, donc le 3 septembre vers 22 h. Et donc, il m'a appelé hier soir pour me dire « Annonce ton passage sur ma chaîne », ce que j'ai fait hier soir. En revanche, disais-je, je l'ai signalé d'ailleurs hier soir en passant sur la chaîne de Saber Solo, j'entends beaucoup actuellement qu'on parle de Satan. D'ailleurs, même Marlène Dietrich, Marlène Schiappa, même Marlène Schiappa a souligné qu'on l'accusait de sataniste. Alors finalement, dans le cadre des mobilisations actuelles, bien entendu. Alors moi, je trouve que c'est pas plus mal parce que la plus grande victoire du diable avait été qu'on croit qu'il n'existe pas. Donc le fait qu'aujourd'hui on parle de lui le fait sortir de l'ombre et c'est une bonne chose parce que ça va nous permettre sans doute de nous protéger. Alors la question qui se pose, c'est justement comment se protéger de Satan. Croyez-vous qu'on puisse vaincre Satan avec nos seuls moyens humains? Alors on ne va pas y répondre aujourd'hui,
parce que la question justement demande d'être développée, mais gardez-la en tête et méditez-la s'il vous plaît. Ce n'est pas un ordre, c'est une, comment dirais-je, une proposition comme vous aimez le dire. Comment pensez-vous qu'on puisse vaincre Satan avec nos seuls moyens humains? D'autant plus que nous sommes attaqués frontalement tous les jours, dans tous les domaines de notre existence, dans le moindre repli de notre vie, il nous attaque. Dans le travail, dans le domaine de la santé, du logement, de la famille, etc. Comment pouvons-nous, par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, comment pouvons-nous humainement anticiper des attaques qui proviennent de leur part 10, 20 ou 30 ans à l'avance? Dire ce que Satan fait est bien. Je suis sincère quand je vous le dis. Mais il serait mieux encore d'évoquer ce que Dieu veut, car c'est dans ce que Dieu veut que nous trouverons les moyens de nous défendre de Satan, de défendre nos enfants. Car nous ne pouvons pas humainement, ni vous, ni moi, ni 100 000 hommes, ni 300 millions d'hommes, nous ne pouvons pas être à la hauteur de cette tâche avec nos seuls moyens humains. Donc, interdire aux croyants dans ce mouvement laïque, sans chef, sans histoire, de parler de religion est une erreur. Et on sait ce que cela signifie. Cela signifie que ce mouvement applique dans ses rangs la loi de 1905, qui fait que Dieu se retrouve renvoyé dans l'espace privé, alors que, nous le constatons aujourd'hui, le sexe triomphe dans l'espace public. Je vous demande maintenant de méditer cette question que je vous ai posée tout à l'heure et que je vais traiter plus tard, que je ne veux pas traiter maintenant car je ne veux pas que ce live vous fatigue. Et cette partie étant particulièrement importante, je me permettrai de la traiter peut-être avec des interlocuteurs chrétiens, d'autres musulmans, dans une prochaine vidéo. Venons-en maintenant, au regard de tout ce que je viens de dire, à ma dernière partie concernant les actions que je vous propose. La première chose que je vous conseillerais, selon l'endroit où vous vivez, c'est d'essayer de retrouver des parents JRE et de parler avec eux pour qu'ils vous fassent part de leur expérience afin qu'ils vous décrivent la réalité du terrain sur lequel vous vous trouvez en matière de mouvement de journée de retrait de l'école. Qu'ont-ils vécu? Essayez de faire votre enquête en les sortant du placard ou je ne sais qui dans la région les a confinés depuis 3 ou 4 ans. Et puis, paraît-il, vous avez, pour certains d'entre vous, mis sur pied des comités de parents. C'est bien, je n'irai absolument pas m'opposer contre la création de comités de parents. J'irai même plutôt vous conseiller d'en créer de plus en plus et partout. Donc je confirme cette option de la création de comités de parents qui pourrait avoir un modus, des modalités d'action que je vous propose maintenant et qui me paraissent plus efficaces que d'envisager à la va-vite et dans l'urgence une journée de retrait de l'école au moment de la rentrée. Ce que je vous propose, ce qui ne veut pas dire, je tiens à le préciser, que cette journée de retrait de l'école, que ces journées de retrait de l'école ne peuvent pas être envisagées pour plus tard, à un moment plus approprié, me semble-t-il. Et pour que ce moment approprié survienne, nous devons combattre le déni de ceux qui sont dans le déni. Ce fut un problème au moment de la JRE également, lorsque notamment les représailles ont commencé à fuser, lorsque les médias ont martelé leur propagande, le déni, évidemment,
c'est renforcer. Il faut donc trouver des moyens, et la parole ne suffit pas, la démonstration ne suffit pas, les argumentaires ne suffisent pas à casser autant que faire se peut, le plus possible, dans le plus de rangs possible, ce déni. Ce que je vous propose, ça va être une stratégie à plusieurs étapes. Je ne vais pas vous révéler ce soir l'intégralité de cette stratégie, mais seulement la première étape. Il me semble, et c'est mon opinion, et je l'ai validé dans une discussion que j'ai eue avec mon équipe qui demeure celle de la Fédération autonome des parents engagés et courageux que nous avons réussi à sauver d'un naufrage organisé en octobre 2014. On en reparlera peut-être un jour plus tard, ce n'est pas le moment. Créez donc des comités. Dans ces comités, choisissez une délégation. De préférence, il faudrait au moins un homme dans cette délégation, d'une ou deux ou trois personnes. Au mieux, il y aurait 3 hommes. Mais je crois comprendre et je crois avoir appris que ce mouvement, ces mobilisations actuelles, dans ces mobilisations actuelles sont encore une fois, comme au cours de la JRE, beaucoup plus présentes les femmes que les hommes. Donc ça aussi, il va falloir un jour trouver les moyens de reconstruire la complémentarité dans nos mouvements. Donc je n'ai pas voulu traiter de cette question ce soir parce que ce live aurait été trop long. Mais je reviendrai évidemment, peut-être probablement, sur le live de Saber Solo, mercredi 3 septembre, sur la question justement de ces mouvements féminins qui se constituent pour sauver leurs enfants. On peut le comprendre parce que les mères sont sensibles, mais on peut aussi ne pas le comprendre parce qu'on peut imaginer tout de même que les pères aiment aussi leurs enfants. Donc il y a un petit problème de ce côté-là qu'il va bien falloir un jour, sur lequel bien falloir un jour résoudre, mais pour pouvoir le résoudre, il faudrait tout de même s'interroger dessus. Alors je vous propose quoi? Je le disais que vous créez, c'est déjà en cours et c'est parfait, des comités de parents. Que de ces comités de parents surgissent des délégations. Ces délégations doivent au mieux être constituées d'un homme. S'il n'y en a pas, tant pis, de 2 ou 3 personnes. Il faut choisir les personnes les plus fortes, les plus expérimentées, celles qui ont le moins peur et aussi celles qui sont le moins fragiles socialement. Je veux dire par là qu'une femme seule avec ses enfants risque d'avoir des ennuis épouvantables du côté de la CAF ou de l'ASE par exemple. Cette délégation se chargera de se rendre auprès du chef d'établissement, du directeur d'école, du directeur du collège ou du proviseur du lycée et devra lui poser 3 questions. Ces questions circulent déjà sur le net, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre jusqu'à maintenant. Ces questions, vous les connaissez, certains d'entre vous les font déjà circuler. Il s'agit de la première question, quelles sont les 3 dates fixées par l'établissement pour ces séances d'éducation sexuelle. La deuxième question concerne les noms des associations et leurs agréments des consultants extérieurs qui vont intervenir auprès de nos enfants dans les écoles, dans ces séances d'éducation sexuelle. La troisième question, alors dis donc, j'ai perdu ma 3e question. Romane, est-ce que tu as un souvenir de ma 3e question? Alors j'ai dit la date, le programme, les programmes de ces séances d'éducation sexuelle. Donc je répète sans bugger, les dates, le nom des associations, le nom des intervenants, le numéro d'agrément, tout ça dans la 2e question, et enfin dans cette 3e question, je viens de le dire, le contenu des programmes. Alors ils ont déjà, parce que comme ça circule sur le net, ils ont déjà trouvé des réponses
Concernant par exemple les programmes, ils vont vous dire, c'est écrit dans Libération ou Le Monde, je ne sais plus, à l'interview de je ne sais quel agent de ce nouvel ordre sexuel, ils vont vous répondre, écoutez, il n'y a pas de programme, nous allons répondre aux questions de vos enfants, donc on va improviser. C'est évidemment faux. Il y a un programme. Bien. Mais la question, en fait, quand on se rend en délégation à 3 ou 2 pour poser ces questions au directeur de l'école, l'enjeu n'est pas de discuter avec lui ou d'obtenir de lui une réponse qu'il vous refusera probablement, sauf cas exceptionnel. Ne désespérons pas. Sauf cas exceptionnel, à ces 3 questions, vous n'aurez pas de réponse. Alors vous allez me dire, bah alors à quoi ça sert? Eh bien ça sert qu'à partir de là, vous allez faire un tract et vous allez informer de ce qu'on ne vous a pas donné de réponse à vos questions légitimes, que vous estimez que c'est louche et que cela vous effraie et qu'en tant que parent protecteur, vous êtes inquiet. Surtout qu'à ces 3 questions que vous allez poser au directeur et au chef d'établissement, vous ajouterez une proposition. Cette proposition sera la suivante. Vous demanderez d'être présent à 1 ou 2 parents dans les différentes séances d'éducation sexuelle pour reconstruire la confiance puisqu'elle a été perdue, pour pouvoir être formé soi-même et savoir parler à ses propres enfants d'éducation sexuelle. Vous estimez qu'il est important que vous puissiez, en effet, vous retrouver présent, pas à 15 bien évidemment, mais toujours sous forme de petites délégations, dans ces cours d'éducation sexuelle qu'on délivrera à vos enfants. Alors c'est possible de le demander pour une bonne raison, et vous le vérifierez, c'est que dans les textes officiels, les parents d'élèves sont considérés comme des acteurs du système éducatif. Les parents, disent les textes officiels, sont des membres à part entière de la communauté éducative. Le dialogue avec les enseignants et les autres personnels est assuré. Le rôle et la place des parents à l'école, je cite toujours les textes officiels, sont reconnus et les droits des parents sont garantis par des dispositions réglementaires énoncées dans le Code de l'éducation. Les droits des parents à l'information sont garantis. Les personnels des établissements scolaires ont l'obligation de répondre aux demandes d'information et de répondre aux entrevues présentées par les parents. Vous pouvez aussi, si vous avez la chance par exemple d'être membre du conseil d'administration ou du conseil d'école, demander à ce que cette présence des parents, n'est-ce pas, dans ces séances d'éducation sexuelle soit et constitue plutôt le projet d'établissement. Ça, c'est la grande tarte à la crème, le projet d'établissement. Eh bien, saisissez-vous si vous pouvez être élu au conseil d'administration ou si vous êtes au conseil d'école. Saisissez-vous du conseil d'établissement pour demander justement que des parents puissent, en observateur muet, sauf si évidemment les choses deviennent très graves, mais devant vous, on restera, j'imagine, sur un modus vivendi assez soft, et c'est pour ça d'ailleurs que vous ne risquez probablement pas d'y mettre les pieds. Donc ça, c'est la première étape. C'est la première étape. Je n'aborderai pas ce soir, je vous le répète, les autres étapes. Cela va déjà été assez long. Mes propos ont été assez graves et peut-être pour certains lourds à digérer. Il faut prendre le temps de réfléchir, de méditer, de se dire que, en effet, la patience et la sagesse surtout est la meilleure conseillère. Donc, vous avez également, et il faut le savoir parce que j'allais oublier de vous en parler, vous avez aussi la possibilité
de vous exprimer dans 2 réunions parents-professeurs-parents, au collège et au lycée par exemple. Et je vous conseille, dans le cadre des actions déléguées dont nous venons de parler, je vous conseille qu'à 2 ou 3, vous demandiez des entretiens au professeur principal de chacun de vos enfants pour réitérer la question que vous avez posée au chef d'établissement, à savoir les dates, le nom des intervenants et de leurs associations, ainsi que le programme des contenus. Quand tout à l'heure, je vous parlais de participer éventuellement, si vous êtes élu, au conseil d'administration ou au conseil d'école, évidemment, vous allez vous trouver tout de suite confronté aux fédérations de vendus, ou créées d'ailleurs dès l'origine par le pouvoir. Je veux parler de la fédération FCPE, qui est une fédération des conseils des parents d'élèves, la FCPE, qui a été farouchement hostile et résolument active contre la JRE. Je veux parler de l'APEP, la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Je veux parler de l'UNAPEL, l'Union nationale des associations des parents, également, avec laquelle j'avouerai je n'ai pas beaucoup d'expérience. Donc ceux qui sont en contact avec ce type d'Union nationale des associations de parents d'élèves doivent eux aussi faire le point sur le discours et les actions passées de cette organisation. Donc vous allez vous retrouver en concurrence avec ces fédérations par rapport à votre éventuelle présence dans les conseils d'administration ou dans les conseils d'école. Si vous voyez que la porte est fermée, n'insistez pas. Il est absolument inutile de se battre avec des pervers ou avec des gens totalement convaincus d'un bien qu'ils ne font pas, puisque celui-ci est foncièrement du mal. Voilà, donc cette première étape, je vous demande d'y réfléchir, d'y travailler, de me faire savoir sur une adresse mail que je vais vous communiquer ce que vous en pensez. Si vous souhaitez effectivement vous diriger dans cette direction, je vous propose pour première étape d'essayer de travailler cette question du déni de membres de vos familles, du déni de votre conjoint, du déni éventuel de vos voisins. Et pour cela, je vous propose cette action de délégation qui s'impose aux chefs d'établissement pour leur poser 3 questions et leur soumettre la proposition d'être des observateurs au cours de ces 3 séances. Lorsqu'à ces 3 questions et lorsqu'à cette proposition d'observateur, l'institution vous aura répondu non, vous aurez alors le loisir de revenir vers votre milieu, vos voisins, vos parents, votre conjoint, pour exprimer votre inquiétude de ce refus qu'ils ont manifesté de vous informer sur une question aussi essentielle que l'éducation sexuelle de vos enfants. Un autre conseil aussi également, discutez pas trop longtemps avec les agents de l'éducation nationale, vous y perdrez la tête. Voilà, j'espère que cette première étape aura été comprise. J'en reparlerai le 3 septembre sur le site de Saber Solo, que je remercie de m'avoir invité. J'espère que toutes les réflexions, toute l'expérience dont je viens partiellement de vous faire part portera ses fruits en votre esprit, en votre cœur. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Bonsoir.